Alors bonjour, lançons cette réflexion sur enjeux et défis avec le panel numéro 1 qui va adopter en fait une dimension particulièrement juridique. Et cette dimension-là est tout à fait appropriée pour commencer à réfléchir ou commencer à analyser plus profondément la Convention, puisque comme l'expliquait M. Bernier tout à l'heure, historiquement, la question juridique était au cœur du contexte de création, finalement, de la Convention, avec l'OMC, avec l'AMI à la fin des années 90. Et présentement, c'est quand même le sujet de l'heure, le sujet de la journée, notamment avec la question de l'accord Canada-Europe, qui est l'accord le plus important depuis très longtemps au Canada, dont on va pouvoir discuter concrètement avec les négociateurs en chef du Québec et du Canada. Donc, cette dimension juridique-là va nous aider aussi à comprendre et à aborder les autres dimensions de la Convention dont on va parler demain et samedi, mais surtout demain. Le panel 2 va être sur les politiques culturelles sur l'État, en fait. Donc, toute la question État, politique culturelle. Le panel 3, demain après-midi, sur le développement durable, patrimonial, communautaire. Donc, la dimension juridique introduit ces dimensions-là et ça permet de comprendre quel est le contexte d'application pour l'État et pour le développement. Pour ce panel-ci, sur la dimension juridique, le colloque a réuni vraiment 3 experts qui, d'ailleurs, petit fait un peu cocasse ou significatif, ont fait d'ailleurs leur doctorat et souvent même leur maîtrise sur ce sujet très pointu. Donc, ils continuent à écrire, ils continuent à être là-dedans maintenant, mais ils sont aussi des anciens étudiants qui ont planché là-dessus finalement pendant 5-7 ans. Donc, ça vous donne un peu l'idée de leur connaissance des mécanismes juridiques. D'abord, M. Gilbert Gagné, qui est politicologue, professeur titulaire au département d'études politiques à Bishops et, entre autres choses, coordonnateur scientifique du bulletin mensuel Culture, Commerce et Numérique pour l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qui a, d'ailleurs, avant même l'adoption de la Convention, a dirigé la diversité culturelle vers une Convention internationale effective. Alors aujourd'hui, ce sera peut-être vers une jurisprudence existante. Il va pouvoir lui-même répondre à une question qu'il a initiée il y a plus de 10 ans. Ivana Otasevich, qui est doctorante à l'Université ici Laval, sous la direction de Geneviève Guévremont, qui est en cours de thèse spécifiquement sur ce sujet-là. Je vous lis très rapidement le sujet de sa thèse. La diversité culturelle et son statut normatif en droit international, l'émergence d'un droit non écrit en matière de protection de la diversité culturelle. Donc, sujet aussi d'actualité, surtout pour des questions numériques. Est-ce que ça s'adapte, le non-écrit, est-ce que ça peut jouer? C'est toutes des questions. Donc, il y a vraiment de la recherche qui se fait là-dessus présentement. Et troisième intervenante, Liliane Anania, qui est notamment chercheur associé à l'Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, experte internationale sur le sujet. Et elle a dirigé plusieurs ouvrages sur la Convention, diversité culturelle et droit international du commerce en 2009, et récemment un autre ouvrage uniquement en anglais pour l'instant, et qui elle-même aussi avait fait sa maîtrise et son doctorat là-dessus. Alors, comme Charles a expliqué, nous présenterons rapidement les 3 cas, et par la suite, immédiatement, on va aller au cas pratique qui va susciter des questions très concrètes, dirigé par M. Bernier, et on prendra vos questions, et c'est probablement le temps de poser ces questions-là aujourd'hui, parce qu'il y a des intervenants du milieu universitaire, des intervenants négociateurs en chef, donc on peut certainement répondre à beaucoup de questions. M. Gagne. Comme nous avons chacun droit à un gros 10 minutes pour présenter nos communications, j'ai le luxe de pouvoir être debout, de mieux vous voir, et comme je le disais tout à l'heure, il va falloir éviter... Il n'y aura pas beaucoup de nuances. Je vais aller directement au cœur de mon propos. Comme vous savez, nous avons la chance d'avoir les textes écrits dans leur intégralité. Alors, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire la communication que j'ai préparée. Alors voilà, le titre d'abord, c'est un titre que l'on m'a imposé. Et en bon élève, j'ai répondu à la question du mieux que je pouvais. L'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce et son organe de règlement des différends, nécessité d'une jurisprudence dans le domaine de la culture. Alors, pour tenter de répondre à cette question, d'abord, ça évoque tout de suite
où il faut prendre en considération qu'il y a deux régimes. Le premier, c'est-à-dire les deux régimes se rapportent au traitement des produits culturels, qui inclut évidemment les biens et services culturels, qu'on inclut dans le terme produits culturels. Dans le droit international, le traitement des produits culturels relève, et ça depuis longtemps, du GATT d'abord, qui est depuis l'Organisation mondiale du commerce, donc le régime commercial international, et deux accords en particulier régis par l'Organisation mondiale du commerce, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui s'occupe du commerce des biens, l'accord général sur le commerce des services, ça c'est pour l'OMC, et l'autre grande organisation, évidemment, qui traite du traitement des produits culturels dans le droit international, c'est bien sûr l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, et en particulier quelque chose dont, je crois, nous avons tous entendu parler, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc, tout de suite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents régimes, il y en a deux en particulier. Les liens entre les régimes maintenant. Il s'agit, le professeur Bernier l'a mentionné tout à l'heure, de l'interface commerce-culture. Se pose donc la question des liens entre les dispositions pertinentes de chaque régime qui ont trait au traitement des produits culturels dans le droit international. Et là, évidemment, c'est l'objet de ma communication cet après-midi, particulièrement qu'est-ce qui en est au chapitre du règlement des différends relatifs aux produits culturels. Et évidemment, ça c'est la question plus spécifique de la communication, est-ce qu'il y a nécessité d'une jurisprudence dans le domaine de la culture, et plus particulièrement une jurisprudence émanant de l'Organisation mondiale du commerce? Si on remarque d'abord la Convention, s'il doit y avoir une jurisprudence en matière de culture dans le droit international, il serait préférable qu'elle émane du mécanisme de règlement des différends prévu par la Convention. Parce qu'évidemment, la Convention a pour objet d'assurer un équilibre entre les impératifs commerciaux et culturels, et donc, le mécanisme de règlement des différends prévu par la Convention assurerait aussi que la jurisprudence qui émanerait en matière de culture reposerait évidemment sur des considérations culturelles. Aussi, le mécanisme prévu par la Convention est basé sur la conciliation. Ça veut donc dire que ça amène les parties à rechercher un compromis, c'est-à-dire on s'efforce de les rapprocher pour en arriver à une solution mutuellement satisfaisante pour les deux. En ce sens, le mécanisme de règlement des différends de la Convention peut formuler des propositions de règlement qui peuvent être en tout ou en partie fondées sur le droit et qui permettent aussi de considérer des éléments multiples, c'est-à-dire politiques, économiques, sociaux ainsi que culturels. De par ces attributs, donc, le mécanisme de règlement des différends de la Convention a un caractère pragmatique, flexible, qui convient davantage à un enjeu comme celui de l'interface culture-commerce, où il s'agit de concilier des préoccupations ou des impératifs contradictoires, à savoir les impératifs culturels et commerciaux. Autant le commerce veut un cadre d'échange prévisible, autant dans une perspective culturelle, les politiques culturelles veulent garder toute la flexibilité possible pour vraiment répondre aux défis de la mondialisation économique pour la diversité des expressions culturelles. Mais on l'a vu, le traitement des produits culturels relève aussi de l'Organisation mondiale du commerce, dans sa partie strictement commerciale. Or, à cet égard-là, rien n'empêche les États partis à la Convention, sans parler des États qui ne sont pas partis à la Convention, de recourir plutôt en matière de différends au mécanisme de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, par contre, c'est une toute autre forme de mécanisme. Ce mécanisme, il a non seulement un caractère plus élaboré, mais il a surtout un caractère obligatoire. Et aux yeux de plusieurs, de par ses caractéristiques, plusieurs pensent que c'est
au mécanisme de règlement des différends de l'OMC qu'il incombera de développer une jurisprudence en matière de produits culturels. Ce mécanisme, il repose sur l'arbitrage et l'issue de la procédure, c'est des décisions qui, pour l'essentiel, reposent sur le droit, donc des dispositions assez spécifiques. Donc, on oublie le caractère flexible auquel je faisais allusion tout à l'heure pour ce qui est du mécanisme des règlements des différends en vertu de la Convention. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que si les différentes matières culturelles sont référées à l'OMC, il y a à l'OMC une jurisprudence qui résulte de la considération de règles de droit qui n'émanent pas d'accords relevant de l'organisation. On pense entre autres à des différentes matières d'environnement. Alors, en matière de culture, et pour ce qui est de la Convention, et ça, évidemment, ça a été noté, puis ça a été étudié ça, longuement par Yvan Bernier et d'autres, au moment de proposer l'idée d'un instrument international. Je vois Peter Grant, qui était aussi sur le comité du gouvernement canadien consultatif en matière d'industrie culturelle. La Convention, donc, pourrait être prise en compte par les instances de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Or, la jurisprudence actuelle, pour ce qui est d'utiliser des règles de droit qui n'émanent pas de l'OMC, elle est loin d'être claire et elle manque de cohérence, malgré que certaines ouvertures, évidemment. Ça touche à toute la question de la fragmentation du droit international. Et aussi, il n'y en a pas beaucoup de jurisprudence au moment où on se parle qui se rapportent en particulier aux produits culturels. Et ça, c'est ma conclusion, parce que, comme je vous disais, on oublie les nuances et on va tout de suite à l'essentiel. L'OMC pourrait prendre en compte la Convention quand il s'agit d'un différend relatif au traitement des produits culturels. Mais la prise en compte, cependant, demeure tributaire, dans une grande mesure, d'une pratique consensuelle à l'échelle internationale quant au traitement des produits culturels. Or, si la Convention a été ratifiée par 138 États, les 138 États en question ne s'entendent pas tous sur la manière de mettre en œuvre la Convention et sur les modalités précises quant au traitement des droits qui n'émanent pas de l'organisation, pour autant que les traités autres non seulement existent, et là on pense à la Convention, mais que ces traités-là donnent lieu à une pratique consensuelle. Or, pour ce qui est de la Convention, si des pays comme le Canada et la France insistent pour éviter des engagements de libéralisation commerciale pour ce qui touche les produits culturels, il y a d'autres États importants qui ont pourtant ratifié la Convention, qui sont pourtant des défenseurs de la diversité culturelle. On peut penser au Mexique, on peut penser au Brésil, qui, eux, au contraire, veulent des engagements de libéralisation. Donc, le défi pour la mise en œuvre de la Convention, c'est qu'il y ait vraiment une pratique consensuelle au sein des États parties pour ce qui est du traitement des biens et services culturels. Et ça, évidemment, c'est un grand défi. Et pour autant qu'un jour se développera une jurisprudence à l'OMC, elle demeurera tributaire d'une pratique consensuelle. Mais pour terminer, l'OMC n'est pas particulièrement chaude elle-même, et je pense entre autres au secrétariat de l'OMC, à traiter de problèmes comme ceux-là. En matière d'environnement, entre autres, un comité de l'OMC avait recommandé, le comité du commerce et de l'environnement avait recommandé que les différentes matières de commerce et d'environnement soient référées aux accords pertinents en matière d'environnement. Alors évidemment, le mieux pour une jurisprudence serait encore qu'elle émane du mécanisme de conciliation. Et évidemment, il y a beaucoup à apprendre. Alors c'est à travers la conciliation et des compromis qu'on en arriverait à un modus vivendi entre les impératifs commerciaux et les impératifs culturels, pour autant évidemment que les États partis à la Convention aient recours eux-mêmes et insistent pour ne pas recourir à l'OMC pour ce qui est des produits culturels. Et ça, évidemment, ça reste à voir. Je vous remercie. Alors, Ivana Atasevich. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous.
Je tiens d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs pour la tenue de ce grand événement qui souligne les 10 ans de la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Alors c'est un grand plaisir pour moi donc d'y participer ainsi que d'alimenter avec ma présentation la réflexion autour du débat relatif aux relations entre la Convention de 2005 et les accords sur le commerce. Ainsi, ma présentation souhaite exposer les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre des articles 16 et 21 de la Convention de 2005 au sein des accords commerciaux bilatéraux et régionaux 10 ans après son adoption. Alors, dans la mesure où l'article 21 invite les parties à promouvoir les objectifs et les principes de cette convention dans les autres enceintes internationales, le traitement réservé aux biens, services et activités donc culturelles des parties, donc au sein de ces accords bilatéraux et régionaux, doit être évalué. De même, comme ces accords ouvrent la porte à l'attribution d'un traitement préférentiel visant les biens et services culturels des parties, ainsi que leurs artistes et professionnels de la culture, il y a lieu aussi d'effectuer un examen complémentaire de la mise en œuvre de l'article 16 de la Convention. Alors, ma communication se base sur une étude scientifique qui a examiné 52 accords bilatéraux et régionaux conclus depuis octobre 2005. Elle couvre un nombre substantiel d'accords conclus entre les États de tous les continents, représentant les 6 groupes électoraux de l'UNESCO, ce qui permet justement de dégager quelques tendances qui se dessinent depuis 2005. Alors donc, afin d'évaluer l'impact réel de la Convention de 2005 sur ces accords, nous allons nous intéresser aux différentes techniques juridiques utilisées par les États, leur permettant de protéger, de promouvoir la diversité des expressions culturelles au sein de ces accords. Donc, à cette fin, je vous propose de nous attarder dans un premier temps sur les accords régionaux et bilatéraux qui se réfèrent explicitement ou implicitement aux objectifs et principes de la Convention de 2005. Par la suite, notre analyse nous amène à dire que certains accords prennent en compte la culture, mais sans pour autant se référer directement à la Convention. Et enfin, nous allons voir que certains accords conclus essentiellement par les États parties à la Convention ne prennent pas du tout en compte les objectifs et les principes de cet instrument culturel. Alors, selon notre étude, donc sur l'ensemble des 52 accords examinés, 7 accords donc incorporent des références explicites à la Convention de 2005, tous conclus par l'Union européenne. Alors d'abord, les 3 de ces 7 accords ont été conclus avec la République de Corée, les États du CARIFORUM et les États d'Amérique centrale, qui comprennent en annexe un protocole de coopération culturelle. Les 4 autres accords sont également ceux qui sont conclus par l'Union européenne avec la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine, ainsi que l'accord économique et commercial global conclu avec le Canada. Alors, il est à souligner que les 3 protocoles de coopération culturelle conclus par l'Union européenne reconnaissent expressément la spécificité des biens et services culturels et ils contiennent également des dispositions visant à mettre en œuvre l'article 16 de la Convention, donc relatif au traitement préférentiel, qui se décline en 3 volets dans ces cas. Alors, le premier volet, relatif à l'admission et au séjour temporaire des artistes et des professionnels de la culture des parties. Le deuxième volet vise la négociation des nouveaux accords de coproduction ou encore la mise en œuvre des accords déjà existants. Et à la fin, les protocoles culturels impliquant la République de Corée et les États du CARIFORUM comprennent un 3e volet qui porte sur l'accès commercial préférentiel aux œuvres audiovisuelles. Alors également, notre étude a révélé que 19 des 52 accords incorporent une exemption culturelle dont la portée est variable et laquelle vise surtout à reconnaître la double nature des biens et services culturels, ainsi donc que le pouvoir des États d'intervenir dans le domaine de la culture. Alors, à titre normatif, ces exemptions permettent d'exclure certains biens ou certains services donc du champ d'application des accords commerciaux auxquels elles font partie. Alors, sur ces 19 accords, 4 ont été conclus par la Nouvelle-Zélande avec la Chine, les pays membres de l'ASEAN, l'Australie, le Hong Kong, ainsi que le Taïwan. Alors, cette exemption, elle est rédigée dans les termes similaires au sein de ces 4 accords et elle s'applique à tous les chapitres de ces derniers
et comme on peut le lire, elle couvre une vaste gamme de biens, de services et activités culturelles, y compris des produits culturels digitaux, ainsi que les pratiques culturelles. Alors, il faut souligner que parmi ces 4 accords conclus par la Nouvelle-Zélande, c'est uniquement l'accord conclu avec le Taïwan qui accorde également un traitement préférentiel aux biens et services culturels, ainsi qu'aux artistes des 2 parties. Alors, cet accord donc prévoit entre autres un traitement préférentiel à l'égard des coproductions cinématographiques des 2 parties ou encore des règles plus souples en matière de l'immigration. Par la suite, les 8 accords conclus par le Canada depuis 2005 contiennent également une exemption culturelle qui s'applique aux principaux chapitres, mais qui a une portée un peu plus limitée que l'exemption des accords néo-zélandais. À l'exception de l'accord conclu entre le Canada et l'Union européenne, l'exemption culturelle est libellée en des termes quasi identiques au sein des 7 accords canadiens et elle prévoit également une définition du terme des industries culturelles. Alors, tel qu'on peut le lire sur la diapositive, l'exemption de ces accords possède une portée relativement étendue car elle vise des services et des biens culturels. Par contre, face à l'émergence des nouvelles technologies numériques, la définition qui est retenue de ces industries culturelles ne permet pas d'affirmer avec certitude que les produits culturels digitaux sont systématiquement couverts par cette exemption. Alors, brièvement, concernant l'exemption culturelle de l'accord économique et commercial global dont liant le Canada et l'Union européenne, elle a plutôt une portée limitée par rapport aux 7 autres accords, car elle s'applique uniquement à quelques chapitres. Je pense qu'elles étaient citées, mais bon, entre autres, donc il s'agit des chapitres liés aux subventions, à l'investissement, au commerce transfrontalier des services, à la réglementation intérieure et au marché public. Enfin, donc à côté de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Canada, les autres 7 accords conclus par l'Union européenne contiennent aussi une exemption culturelle qui, elle, exclut les services audiovisuels du champ d'application, donc des sections, des chapitres des accords consacrés à la fourniture transfrontière des services ou encore à l'établissement d'une présence commerciale. Par contre, on n'a pas une définition des services audiovisuels au sein de ces accords. Par la suite, au cours des 10 dernières années, certaines parties, lors de la conclusion donc, des accords commerciaux, ont utilisé d'autres techniques juridiques qui traduisent justement une forme de reconnaissance de la double nature des biens et services culturels, mais sans pour autant directement se référer à la Convention de 2005. Alors, on peut distinguer 2 grandes techniques utilisées donc fréquemment par les parties. D'une part, on parle de la méthode de liste d'engagement spécifique ou encore la méthode de la liste positive d'engagement. Cette méthode, elle permet aux États d'opérer une sélection des services culturels qu'ils souhaitent exposer donc aux règles de libre-échange. Alors, cette méthode est utilisée par 19 accords en total, dont l'exemple des accords conclus par la Chine avec Chili, Costa Rica, Suisse, ou encore par l'Union européenne avec la République de Corée, les États du CARIFORUM ou encore l'Ukraine. Alors, le contenu de ces listes d'engagement varie considérablement d'un accord à l'autre. Donc, par exemple, ces listes qui sont annexées aux accords conclus par l'Union européenne, elles visent d'une manière très limitée que quelques services culturels, dont par exemple les services de spectacle ou encore les services de bibliothèque. Alors, cela s'explique parce que ces accords, justement, comportent une exemption culturelle qui a pour effet d'exclure les services audiovisuels de leur champ d'application. Des listes un petit peu plus élaborées peuvent se trouver donc annexées aux accords conclus par la Chine, car ceux-ci ne contiennent aucune exemption culturelle, donc qui exclut des biens ou services culturels. Alors, une autre méthode utilisée par les États qui souhaitent procéder donc à une libéralisation assez rapide du commerce des services est celle de la liste négative d'engagement ou encore la technique de la réserve. Alors, ces techniques de la réserve, donc, elles comportent une plus grande risque pour les États, car chaque mesure et chaque politique culturelle ou non culturelle pouvant affecter donc, le commerce des services culturels doit être inscrite au sein donc, des listes prévues à cet effet. Alors, une telle méthode est principalement utilisée par les États-Unis, reprise par le Canada, plusieurs États de l'Amérique latine, ainsi que l'Australie. Alors, pour ce qui est des accords, des 5 accords conclus par les États-Unis, donc, ils ont un recours très très fréquent à ce type de technique. Et contrairement aux accords canadiens, aucune exemption ne permet d'exclure des biens et services culturels du champ d'application de ces accords.
Par contre, certains États donc, ont inscrit un nombre important de réserves pour permettre donc une plus grande marge d'intervention en faveur de la culture. C'est justement le cas de la République de Corée, donc, dont les réserves visent de nombreux services culturels, dont par exemple les services de spectacle, les services de projection de films cinématographiques et autres. Enfin, dans le cadre de cette étude, 13 accords examinés n'accordent aucun traitement particulier aux biens et services culturels. C'est le cas, en général, des accords conclus par les pays africains, de même que le Cuba, l'Égypte ou encore El Salvador, donc tous des États partis à la Convention de 2005. Donc également, ces accords ne contiennent aucune disposition qui vise à accorder un traitement préférentiel à l'égard des artistes donc, ou encore des professionnels de la culture des parties. Alors, à titre de conclusion, l'analyse donc, de 52 accords visés par notre étude révèle que seulement 6 accords ont réussi à mettre en œuvre conjointement les articles 16 et 21 de la Convention de 2005. Comme on avait vu, il s'agit des 3 accords conclus par l'Union européenne assortis d'un protocole de coopération culturelle. Les 3 autres accords prévoient un traitement préférentiel au bénéfice mutuel des parties, dont les accords conclus par la Corée avec l'Australie d'une part et l'Inde d'autre part, ou encore l'accord conclu entre la Nouvelle-Zélande et le Taïwan. Alors, quant à l'exemption culturelle qui est utilisée par plus du tiers des accords examinés, donc c'est une technique juridique assez efficace qui permet justement aux États de préserver leur marge de manœuvre dans le domaine de la culture. Alors, tel que constaté plus haut, les modèles d'exemption culturelle développés par le Canada et l'Union européenne comportent un certain risque au regard justement de l'application des dispositions donc, de l'accord à l'égard des produits culturels digitaux. Par contre, l'exemption culturelle des accords néo-zélandais, qui couvre à la fois des biens et services culturels traditionnels et des produits culturels digitaux, peut représenter donc un exemple de bonne pratique. Alors, après l'ensemble de cette brève analyse, on peut déduire que les parties à la Convention de 2005 ont progressivement développé des nouvelles approches afin de mettre en œuvre les articles 16 et 21 au sein des accords bilatéraux et régionaux auxquels ils participent depuis 2005. Les avancées sont encore assez modestes en ce qui concerne le nombre des accords conclus, justement, qui ont réussi à mettre en œuvre d'une manière efficace et effective les 2 dispositions. Par contre, ces avancées sont bien réelles et elles concernent un nombre assez important des États partis à la Convention de 2005. Et elles peuvent certainement constituer des exemples de bonnes pratiques susceptibles d'influencer d'autres parties lors des nouvelles négociations donc bilatérales, régionales ou même multilatérales. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, merci, Ivana. Liliane Anania. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup encore pour les organisateurs, pour cette organisation merveilleuse de cet événement. Je suis vraiment ravie d'être ici. Merci beaucoup. En fait, on m'a demandé de traiter dans ce panel sur commerce et culture la question du lien entre le débat commerce-culture et le numérique. Donc c'est sûr que si on rentre dans le sujet du numérique, il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait parler pendant des heures. Donc là, je vais essayer vraiment de rester sur cet aspect commercial, tout en essayant de montrer un peu comment la notion d'exception culturelle, en fait, fait partie de la notion de diversité culturelle, telle qu'on la comprend dans cette convention de 2005. C'est un point sur lequel on m'a demandé explicitement de parler aujourd'hui. Puis ensuite, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que la façon dont la Convention traite ce débat commerce-culture, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avec le numérique, avec la convergence des médias, avec les nouveaux produits, les nouveaux services qui sont le résultat des nouvelles technologies et plus largement même dans le cadre du contexte de ce qu'on appelle de plus en plus l'économie créative.
Donc on a ce lien entre la diversité culturelle et la créativité qui est très clair, d'un point de vue juridique, depuis la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO de 2001, qui fait ce lien entre les deux concepts, et qui peut-être effectivement soulever des questions sur l'applicabilité de la Convention aujourd'hui quand on parle d'économie créative et nouvelles technologies. Tout d'abord, très rapidement, l'exception culturelle, cette notion d'exception culturelle, c'est vrai qu'elle a été abandonnée dans la plupart des discours au long de la négociation de la Convention, mais elle reste en fait très présente dans des discours qu'on trouve même dans les médias, surtout français. Là, je parle, parce que étant en France, je suis un peu plus les discussions qui se font. Et en fait, l'idée d'exception culturelle avec la connotation commerciale qu'on peut lui donner, qui est liée à l'idée, selon certains, de protectionnisme commercial. Et là, il y a la question évidemment de savoir quelle est la limite entre le protectionnisme commercial et la protection légitime d'intérêts culturels. Mais bon, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là aujourd'hui. Mais dans le langage courant, quand on entend les acteurs, les artistes en général français ou des représentants du secteur culturel français parler d'exception culturelle, en fait, ils sont en train de faire référence, de manière parfois pas très précise d'un point de vue juridique, mais à la spécificité des biens et services culturels qui est reconnue dans la Convention. Donc en fait, récemment, j'entendais une interview avec un artiste français qui disait la culture est exceptionnelle. Donc c'est ça l'exception culturelle pour lui. Donc c'est non seulement dans les cadres d'accords commerciaux, mais dans le cadre de toute politique nationale qu'on pourrait adopter, c'est cette idée même de la spécificité. Donc cette idée de spécificité, même si on a arrêté de parler d'exception culturelle quand on a commencé à négocier la Convention, elle est là, elle existe, et cette notion de diversité culturelle qui finalement est mieux acceptable, je dirais, parce qu'elle est liée à cette notion qu'on accepte de plus en plus de multiculturalisme, avec les sociétés multiculturelles qu'on a aujourd'hui, qu'on reconnaît de plus en plus. On voit même, d'un point de vue juridique, on voit même les 3 déclarations que j'ai listées là, qui vont de décembre 2000 à novembre 2001, qui ont précédé la négociation de la Convention. Il y a une construction conceptuelle, en fait, de cette diversité culturelle, d'un point de vue juridique, qui est vraiment liée à cette notion de sauvegarde des moyens d'action des États dans le domaine culturel, par l'adoption de politiques et mesures culturelles, et qui exige, du coup, un traitement juridique spécifique lors de négociations commerciales. Donc c'est vraiment l'idée de spécificité qui est toujours là. Et donc c'est pour ça que je parle d'incorporation, mais aussi de dépassement de cette notion d'exception culturelle. Donc ce que j'aimerais aussi essayer aujourd'hui, sur le point sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est le fait que cette convention adopte une approche qui est quand même globale, qui est systémique, qui incorpore cette notion d'exception culturelle quand on parle de débat commerce-culture, mais qui va plus loin. Donc, quand on lit la Convention, on voit qu'il y a une multitude d'aspects liés à la création, à la diffusion, à la distribution. Enfin, c'est beaucoup plus large que uniquement la politique commerciale extérieure. On voit la question de la coopération internationale, du développement, qui sont reconnus comme des facteurs fondamentaux pour régler le problème du déséquilibre des échanges des produits et services culturels. Donc il n'y a pas que les accords commerciaux et les questions que ces accords soulèvent. Et puis on a la culture réaffirmée comme pilier du développement durable qui exige qu'il y ait une plus grande coordination et cohérence politique dans des domaines très variés en fait. Et là on a un lien évidemment avec l'obligation de prendre en compte la Convention lors de l'application d'autres obligations internationales, c'est l'article 21B de la Convention, et l'obligation de promouvoir la Convention au sein d'autres enceintes internationales. Donc il y a ce besoin en fait que la Convention apporte pour dire ce n'est plus une contradiction pure et simple entre on fait une exception culturelle, on exclut, comme Ivana démontrait, en fait, il y a plusieurs techniques juridiques finalement pour le faire. Mais on pourrait avoir des réserves dans des accords, on pourrait avoir tout simplement des listes positives ou tout simplement on ne parle pas de ces secteurs-là et du coup on ne s'engage pas. On peut avoir
une exception générale dans l'accord, comme certains accords canadiens. On peut avoir des exceptions qui vont apparaître par chapitre, comme on voit dans les accords européens et dans le récent accord Union européenne-Canada. Mais finalement, la Convention, elle est allée plus loin, parce que elle nous fait penser qu'il y a aussi autre chose, au-delà de juste cet aspect d'exception culturelle. Il y a autre chose, il faut qu'il y ait de l'action des parties dans ce domaine de la coopération internationale, dans le domaine du développement, etc. Quand on parle d'économie créative, donc là c'est la deuxième question, et peut-être la plus importante de ma présentation, c'est est-ce que la Convention demeure applicable? On a entendu, depuis hier, à chaque fois, tout le monde reconnaît qu'on a besoin des principes de la Convention dans le contexte actuel. Les technologies numériques n'ont pas réglé le problème que la Convention visait à régler. Et en fait, j'ai sélectionné quelques arguments, en fait, juste pour, d'un point de vue juridique, montrer que cette Convention demeure applicable. Donc tout d'abord, si on lit le texte de la Convention, évidemment, on voit des références, elles ne sont pas très nombreuses, mais on voit des références aux technologies de l'information et de la communication. On voit un aspect qui est essentiel dans l'économie créative, qui est, d'une part, il faut protéger la diversité culturelle, et d'autre part, il faut quand même développer, d'un point de vue économique, des industries culturelles. Ensuite, quand on voit le champ d'application de la Convention, l'article 3, la définition de politiques et mesures qui peuvent être adoptées par les parties, on parle de politiques et mesures relatives à la protection et à la promotion de la diversité, donc c'est très large comme terme d'un point de vue juridique. La définition de politiques et mesures qui apparaît à l'article 4, pareil, elle est très souple, donc on parle de politiques et mesures relatives à la culture, qu'elles soient centrées sur la culture en tant que telle ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles. Donc ça, on pourrait imaginer une politique qui est adoptée par un ministère de l'Éducation, mais qui est destinée à avoir un effet direct sur les expressions culturelles. On pourrait avoir une mesure qui est adoptée dans un secteur comme les télécommunications. Et, je ne vais pas faire une liste exhaustive de secteurs, mais une chose qui est très importante aussi, c'est que la Convention ne contient pas de liste limitative de secteurs. Et ça, pour un contexte de nouvelles technologies, de convergence des secteurs, où on voit de plus en plus d'acteurs qui n'avaient rien à voir avec les secteurs culturels traditionnels, mais qui aujourd'hui sont de plus en plus impliqués et devraient être de plus en plus impliqués aussi dans la protection et la promotion de la diversité d'expression culturelle, je trouve que c'est un argument très important. Le fait que la Convention s'applique, donc si on pense spécifiquement au débat commerce-culture, dans ce cadre de nouvelles technologies, il faut évidemment reconnaître qu'on a même, je pense, plus besoin de cette exception culturelle ou cette notion de reconnaissance de la spécificité dans des accords commerciaux, parce que on ne sait pas en fait quelles sont les mesures. Aujourd'hui, on voit toutes ces discussions qui ont lieu soit en France, soit d'autres États dans l'Union européenne. Il y a toute une discussion pour savoir qu'est-ce qu'on fait en fait. On n'arrive pas à suivre tout ce qui se passe, on n'arrive pas à savoir quelles sont les mesures qui sont les mieux adaptées pour ce nouveau contexte technologique. Et donc justement, parce que les États ont besoin de réagir le plus rapidement possible et d'être flexibles dans le type de mesures et politiques qu'ils vont pouvoir adopter, le fait d'utiliser la Convention comme soutien politique pour refuser de nouvelles obligations de libéralisation commerciale, et là, dans des secteurs où, évidemment, c'est toujours comme c'était avant, c'est toujours une décision de chaque partie de décider ce secteur, je ne veux pas le libéraliser parce que finalement, je vois un lien là avec les mesures et politiques que je veux adopter pour protéger les expressions culturelles. Donc c'est sûr qu'il y a des grandes difficultés dans ce nouveau contexte. D'abord, la classification de ces secteurs, il y a des discussions partout, on voit que les statistiques ne sont pas uniformes là-dessus. Puis on voit la multitude d'acteurs en fait qui finalement pourraient être concernés en raison de la convergence des secteurs d'affaires qui s'opèrent dans l'économie créative. Et puis cette notion même de la créativité qui fait que finalement on se demande parfois quels sont les secteurs qui n'ont pas un aspect culturel. Donc on reste en fait c'est difficile. Je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, mais justement
l'idée que je veux défendre, c'est que on reste en fait dans cette notion que, bon, à chaque partie de décider quels sont les secteurs où un traitement juridique spécifique va être nécessaire, et évidemment selon les obligations que cette partie aura déjà adoptées précédemment, donc pour que ce soit juridiquement possible, mais dans les cadres d'un accord commercial. Et juste pour conclure donc, cette vision que j'appelle intégrée et systémique en fait que la Convention apporte, donc à mon avis, et c'est ça l'idée initiale, même si on peut critiquer beaucoup les protocoles de coopération culturelle qui ont été faits par l'Union européenne, c'était l'idée qui était derrière, c'était de se dire, bon maintenant, on a dans cette convention, on a l'aspect de la spécificité qui peut être traduit dans un accord commercial comme étant une exception culturelle, mais il y a autre chose, en fait, il y a autre chose à faire et il faut aller plus loin. Et là, on a l'application de l'article 16 dans le protocole avec le CARIFORUM, par exemple, qui a été le premier. Mais on peut penser en fait à l'extension en fait de la coopération et du volet coopération de la Convention pour la promotion des échanges de produits et services culturels, allant au-delà même. Et on peut imaginer même certains mécanismes à l'OMC. Enfin, peut-être que pendant les débats on pourra y revenir. Mais je pense par exemple dans le domaine des nouvelles technologies. La coopération en matière d'innovation et de nouvelles technologies, c'est un point sur lequel on aura l'occasion de parler évidemment avec les négociateurs de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, mais c'est un point que je trouve essentiel aujourd'hui. Donc on va au-delà de on protège quand même la marge de manœuvre des États pour adopter les mesures et politiques qu'ils considèrent nécessaires. Donc on aura des exceptions culturelles, on aura des réserves, on utilisera les mécanismes juridiques qui existent pour protéger cette marge de manœuvre des États, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a cette notion d'aller plus loin, d'utiliser tous ces principes et obligations parfois de coopération. Et puis ainsi que la notion de développement durable qui contient en elle-même cette idée de coordination et de cohérence. Je pense que c'est un aspect fondamental aussi dans un domaine où il y a la convergence des secteurs, où il y a de plus en plus de ministères qui finalement pourraient être impliqués dans toutes les discussions qui sont liées au secteur culturel. Donc l'idée serait de vraiment utiliser la Convention pour construire une stratégie qui soit consistante et d'interdépendance en fait entre intérêts culturels et économiques et pas seulement une contradiction pure et simple entre les deux aspects. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les panélistes qui ont fait un exercice assez difficile. Et je veux insister là-dessus. Vous imaginez, vous venez d'entendre, ça, c'est des gens qui ont fait des doctorats, qui sont experts de ces questions-là, qui ont été vraiment sélectionnés, soit par concours ou par le comité scientifique de la conférence, parce qu'on sait qu'ils connaissent le sujet. Et quand on doit faire de la vulgarisation du travail qu'on mène pour la Convention, vous imaginez le genre de défi auquel on est confronté. Déjà, on a ici un parterre de gens qui s'intéressent au sujet, mais quand on veut propager la bonne nouvelle de la Convention, y compris et surtout auprès des artistes, des professionnels de la culture qui sont les premiers bénéficiaires, finalement, de la diversité des expressions, vous voyez le défi que ça représente. Puis je ne vous cacherai pas qu'on est souvent confronté à la mauvaise conception, misconception en anglais, que c'est la Convention de la diversité culturelle. Vous aurez compris qu'on ne parle pas de multiculturalisme, de diversité au sens ethnique des choses, même si ça serait bien agréable, parce que ce serait bien aussi qu'on protège et qu'on fasse la promotion de ces idéaux-là. Alors, je voulais juste illustrer, pour des gens qui se rejoignent, tu sais, je vois Marie-Thérèse là, qui arrive du Nouveau-Brunswick, qui écoute ça, puis qui a peut-être déjà un petit peu mal à la tête. Quand on est praticien, quand on veut pousser sur la culture pour le développement, il faut aussi constater que la Convention apporte son lot de défis.